TGBO, la coupure électrique mondiale. Vidéo numéro 11, jour 47, départ vers le Cube 2, nord-ouest du pays. Au jour 48, la disparition des deux ingénieurs et la rencontre de l'explorateur. Auteur Amar Belmostefawi. Artiste illustratrice Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 47, départ vers le Cube 2, nord-ouest du pays. Enfin le départ. Quand nous avons vu les 4 scientifiques se présenter pour notre partance, mon frère et moi, nous nous sommes fixés et retenus d'éclater de rire. Il était temps de faire un périple de 3, plutôt 4-5 jours avec nos 4 S, nos 4 scientifiques. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pouvait pas leur reprocher de faire part au voyage pour approcher et ainsi étudier la deuxième machine. Dès les premières heures, nous avons compris que nous nous étions engagés dans une sacrée galère. Tout devant se trouvait le petit moustachu, Monsieur B. Tout derrière, le barbu psy, Monsieur E, qui était censé nous amener jusqu'à la machine, ainsi que l'ingénieur à cheveux longs, Monsieur A. Le grand brun, Monsieur D. Mon frère et moi, nous étions côte à côte. Nous avions un double problème. Le petit moustachu, Monsieur B, excité par la situation, avançait trop vite et faisait demi-tour pour nous demander de marcher plus vite. Je crois que s'il avait eu l'autorisation, il aurait mis des coups de pied aux fesses du gros barbu, Monsieur E. Le problème, c'est que le petit moustachu, Monsieur B, faisait le double du trajet en faisant machine arrière à chaque fois pour nous disputer. Ce qu'il ne se doutait pas, c'est qu'il était poussé par l'euphorie du moment, prenant ainsi cette situation comme une aventure. Quant au gros barbu, Monsieur E, nous avions l'impression qu'il avait bu pour se donner du courage. Il faisait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Nous avons donc dû adapter notre rythme de croisière afin de ne pas le perdre en route. Le grand brun aux cheveux longs, Monsieur A, nous a rejoints dans notre marche, laissant le gros barbu, Monsieur E, derrière nous. Nous nous retournions régulièrement pour voir s'il ne s'était pas effondré. Si cela devait arriver, nous ne voulions pas nous retrouver à devoir le relever. Nous avions quitté la ville, mais nous n'avions parcouru qu'une quinzaine de kilomètres. Dire que c'est le petit barbu, Monsieur E, qui devait nous guider. Cela ne présageait rien de bon. Comment avait-il fait pour quitter l'ouest du pays et rejoindre le centre de recherche? C'était un grand mystère. Maintenant, les gens que nous allons croiser erraient, affamés. Il valait mieux que nous restions groupés en cas d'agression. Comme à notre habitude, nous avions programmé notre départ à l'aube. Il devait être autour de 15 heures et nous avions pris beaucoup de retard par rapport à nos prévisions. Mon frère et moi commencions à perdre patience, sachant que nous avons délaissé notre guide, Monsieur E, de tout sac pour ne pas compliquer sa marche. À un moment, nous nous sommes retournés, plus personne. Le gros barbu, Monsieur E, avait disparu. Ce n'était pas le moment de plaisanter. Sur nos gardes, nous avons fait demi-tour en prévenant les 3 scientifiques de bien rester derrière nous et de se préparer à s'enfuir si un danger se présentait. Mon frère a sorti sa fameuse batte de baseball, j'ai sorti ma barre à mine. Tout le temps où nous sommes restés dans le centre, nous ne nous sommes pas que reposés. Nous avons fait du sport à la salle ou au gymnase, mais pas que. J'avais récupéré un morceau d'échafaudage que j'avais confectionné pour avoir une bonne prise en main. Une corde s'enroulant autour du poignet me permettait de ne pas perdre mon arme de défense si je devais m'en servir. C'était plus lourd qu'une batte en aluminium, mais je ne pouvais pas laisser le sort de mon frère et de moi-même entre les mains du petit moustachu, Monsieur B, qui était ceinture marron de judo. Le petit barbu, Monsieur E, avait retenu ce que nous lui avions dit. Il a percé une ampoule fluorescente, phosphorescente, nous permettant de le retrouver avec des lunettes spécialement prévues à cet effet, de jour comme de nuit. Je trouvais cela un peu gadget, mais les scientifiques étaient tellement contents de leur invention que nous ne voulions pas les vexer. Nous ne pensions pas nous servir de ce jouet aussitôt. En attendant, cette ampoule percée signifiait que le gros barbu, Monsieur E, était en péril. Nous nous sommes retrouvés nez à nez avec des toxicomanes, très nerveux et aussi peu enclins à comprendre un raisonnement logique. L'un d'eux tenait le barbu par le cou et il avait un couteau prêt à trancher la gorge du pauvre scientifique, Monsieur E, qui suait à grosses gouttes. Je ne sais pas pourquoi, ce détail me marqua. La lame était sale. Un drogué nous a proposé avec insistance de nous débarrasser de tous nos sacs à dos, ce que nous avons refusé. Nous nous sommes rapprochés le plus possible pour être prêts à en découdre. Je me suis retourné afin de voir si les 3 autres scientifiques étaient toujours derrière nous. Ce n'était plus le cas. Ils avaient pris leurs jambes à leur cou. Nous savions qu'il nous fallait trouver le moyen de négocier nos sacs à dos à nous deux contre le petit gros, Monsieur E. Encore faut-il que nous ayons l'occasion de négocier.
Arrivé à moins de 5 mètres de nos agresseurs, l'homme au couteau a égorgé le petit barbu, Monsieur E, sous nos yeux. Et le reste de la bande s'est précipité sur nous. Pendant que nous tentions de les tenir à distance, l'homme au couteau n'a pas arrêté de poignarder, de s'acharner sur le corps bien en chair de ce pauvre bougre. Nous n'avons rien pu faire pour empêcher cette atrocité. Quand l'un des toxicomanes a crié qu'ils allaient nous manger, nos forces ont décuplé. Nous avons visé les têtes. Nous pouvions entendre les os se casser sous les coups que nous portions sur leur corps frêle. Difficile de savoir si en à peine 2 mois, certains étaient passés au cannibalisme ou pas. Nous avions été trop longtemps coupés du monde extérieur en restant dans ce centre, à attendre que 4 scientifiques se décident à rejoindre le 2e cube. Ils avaient pour devoir de réaliser des expériences, et nous l'espérions, rétablir la situation au plus vite. Moi qui avais une pratique terrain via mon travail de journaliste, j'avais déjà vu des morts. Mais voir une personne que j'avais côtoyée depuis 15 jours se faire égorger devant moi m'a fait prendre conscience de l'extrême gravité de la situation. À l'extérieur, plus personne n'était à l'abri de se faire agresser et même de se faire tuer. Cette coupure avait créé une situation de non-droit. Une fois notre besogne achevée, le sang des agresseurs se mélangeait à celui du psychiatre, Monsieur E. Une simple blessure pouvait fortement nous handicaper. Ma voix et mon corps tremblaient. Nous nous sommes penchés sur le gros barbu, Monsieur E. Il était mort, j'ai vérifié, mon frère aussi. Rien, plus de respiration, plus de signes de vie, plus de pouls. Nous avions les vêtements pleins de sang. À un moment, nous avons paniqué, et de peur de se faire attaquer par d'autres individus plus organisés et plus malins, nous avons repris notre chemin au galop. Nous devions retrouver les 3 autres scientifiques qui avaient dû se cacher. Impossible de crier. Nous ne voulions pas attirer d'autres bandes. Nous n'avons pas imaginé un instant qu'ils avaient pu être attrapés par d'autres agresseurs, vu la vitesse à laquelle ils s'étaient échappés. Nous avons trouvé un sac qui avait été jeté dans leur fuite. Celui-ci contenait une partie de nos provisions. C'était bon signe. Nous étions sur leurs traces. Au bout d'une demi-heure de marche, nous commencions à perdre espoir de retrouver nos 3 blouses blanches, jusqu'à ce que l'un d'eux sorte d'un fossé pour nous faire signe. Ils avaient hésité à nous solliciter, car le sang masquait une partie de nos visages. Ils nous ont reconnus grâce à nos sacs, nos démarches et nos armes. Ils nous ont demandé ce que nous avions fait du psy, Monsieur E. Nos regards ont suffi pour qu'ils comprennent qu'il était mort. Ces 3 survivants commençaient à prendre pleinement conscience de la situation et du risque qu'ils encouraient. Nous avons dû négocier pendant une bonne demi-heure pour ne pas refaire demi-tour et rentrer au centre bredouille. La peur était visible sur leurs visages. Nous étions également sous les nerfs. Nous venions de mettre hors d'état de nuire une bande. Certains étaient même peut-être morts sous nos coups. Nous n'avions pas le choix, c'était eux ou nous. À un moment, mon frère a demandé aux 3 hommes de nous suivre de près et ils se sont exécutés. Mon frère savait qu'ils avaient trop peur de rentrer tous les 3 au centre de recherche sans nous. C'est du moins ce que nous pensions. Pour nous, pas question de faire demi-tour. Mes jumelles ont aussi été d'une très grande utilité pour ce déplacement vers le cube 2. Toutes les 2 heures environ, mon frère et moi, nous alternions la vue de près et la vue de loin. Notre but était d'avancer en faisant le moins de bruit possible, en émettant le plus de discrétion. Dès que nous apercevions des humains au loin ou si nous entendions le moindre bruit, nous nous précipitions à l'abri des regards. Nous avions pris pour habitude de faire un signe de la main quand nous entendions un son. Les 3 S s'exécutaient, plus personne ne bougeait et nous essayions de connaître la provenance du bruit. Notre objectif de ne se faire remarquer par personne, par aucune bande, a parfaitement fonctionné. À la fin de la journée, nous n'avions pas rattrapé notre retard. Par contre, nous avions nettement mieux avancé et coopéré. Vous pouvez prévoir tous les scénarios possibles, il y en a toujours un auquel personne n'avait pensé qui se présente à vous. Cela pouvait être de bonnes ou mauvaises surprises. Le scientifique moustachu, Monsieur B, était complètement épuisé et traumatisé. Le fait d'avoir rebroussé chemin pour nous demander d'avancer plus vite, la mort d'un collègue, Monsieur E, le haut niveau de stress, tous ces facteurs l'avaient écrasé. Nous avons mangé sans échanger de mots pendant tout le repas, puis nous nous sommes endormis à la belle étoile, nos sacs à dos en guise d'oreiller. Au vu de la réaction que les scientifiques avaient eue en balançant un sac de nourriture pendant l'agression du défunt psy, Monsieur E, nous avons opté pour que mon frère et moi gardions un sac de rations, les scientifiques un autre. Cela aura été judicieux comme décision, surtout à notre réveil. Jour 48. La disparition des 2 ingénieurs et la rencontre de l'explorateur. Un des jours les plus enrichissants de ma vie. J'ai beaucoup plus appris en 5 jours sur la survie
qu'en 10 ans de journalisme de terrain. À notre réveil, 2 scientifiques avaient disparu. Le moustachu, M. B, et le scientifique aux cheveux longs, M. A, qui nous avait accueillis lors de notre arrivée au centre le premier jour. Impossible de savoir s'il s'agissait encore d'un enlèvement ou tout simplement d'une défection, désertification de leur part. Pas d'ampoule phosphorescente percée. Juste un homme accroupi à 15 mètres de nous trois, mon frère, le grand maigre aux cheveux gominés, M. D, et moi, nous fixant du regard. J'ai réveillé mon frère le plus doucement possible. Il avait eu comme réflexe de prendre en main sa batte avant même d'ouvrir un œil. Lorsque j'ai demandé à cet homme d'une 50aine d'années, au physique imposant avec une barbe de 3 jours, ce qu'il avait fait de nos 2 amis, et s'est mis à sourire de toutes ses dents. Il m'a répondu que les 2 scientifiques étaient partis sans bruit dès le lever du jour, c'est-à-dire il y a 2 heures, et qu'ils semblaient avoir repris le chemin du retour. Il nous signala qu'il nous suivait depuis notre agression par les toxicomanes. Il nous a indiqué avoir veillé sur nous toute la nuit pendant que nous dormions profondément. Il s'est approché de nous de 5 mètres. Nous nous sommes levés pour faire face à une éventuelle attaque. Le grand scientifique, M. D, dormait profondément. Même en l'agitant, celui-ci ne semblait pas vouloir se réveiller. Il précisa que s'il voulait nous tuer, il aurait pu le faire pendant notre sommeil. Nous apprenions à nos dépens que nous avions été suivis une bonne partie de la journée sans nous en rendre compte d'une seule seconde. Cet homme qui nous avait espionnés dégageait un certain calme, une sérénité et beaucoup de charisme. Même sa position accroupie lui donnait une certaine maîtrise de la situation. Il se rapprocha encore de 5 mètres. Ses gestes étaient lents, rassurants. Il nous a expliqué qu'il revenait d'un voyage à l'étranger. Son retour en avion, et surtout sa vie, s'est joué à quelques heures. Le jour 0, s'il avait pris un avion 3 heures après, il serait sûrement mort. Il nous a proposé d'échanger quelques conseils en échange d'un petit déjeuner. Mon frère et moi, nous nous sommes rapidement concertés et nous avons accepté sa compagnie. Il était maintenant entré dans ce que l'on appelle notre zone de confort. Il se trouvait à moins de 5 mètres de nous. Il a commencé la discussion en nous complimentant sur notre rapide adaptation à notre environnement et à la précision de nos coups. Même si nous étions des amateurs, nous avions réussi à éviter de nombreuses âmes perdues. Le grand scientifique, M. D, a fini par se réveiller, ne faisant aucune remarque concernant la disparition de ses 2 collègues. À un moment, il a demandé qui était cet aventurier. Ce terme représentait bien la personne que nous avions en face de nous, un baroudeur. Il nous a fait remarquer que nous avons commis plusieurs erreurs lors de nos déplacements. Primo, nous avons surveillé nos avants, mais pas suffisamment nos arrières. Il nous a dépassés à plusieurs reprises et a fait l'éclaireur. Nous sommes passés à proximité d'un clan bourré de mauvaises intentions. Il nous a précisé qu'il a réussi à nous approcher à moins de 5 mètres sans que nous prêtions attention à lui. Une fois, il était dans un arbre, juste au-dessus de nous. Une autre fois, juste derrière un buisson. Après le petit déjeuner, il nous a indiqué que depuis que sa femme était morte, il voyageait ici et là, sans but réel. Il s'était rapproché de la nature afin d'évacuer son mal-être. Au vu de notre fardeau à déplacer des personnes n'ayant aucune expérience de la vie extérieure, il a compris que si nous accompagnions des scientifiques, c'est que nous avions un but. Il se proposa donc de faire l'éclaireur pour nous. Il se débrouillera pour manger et il nous quittera une fois notre objectif atteint. Il devait prendre cette situation pour un jeu, pas nous. Nous lui avons indiqué la ville dans laquelle nous nous rendions. Sans poser de questions, il nous a attesté qu'il était prêt en se levant et en enfilant son sac à dos qui lui aussi avait dû faire le tour du monde. C'est la fin de cette vidéo numéro 11. Et vous, suite à la mort du psychologue, M. E, seriez-vous retourné au centre de recherche ? Faites-vous confiance à l'explorateur ? Que sont devenus les 2 ingénieurs ? Le prochain épisode portera sur le jour 49 au jour 52, notre formation. En attendant, je vous remercie pour votre écoute active et le visionnage de cette vidéo. À bientôt !